à travers l'histoire de nos familles qui l'ont vécu. Alors on remercie d'abord Rafi Marciano, le directeur de ce centre communautaire de Paris, pour son accueil et son écoute avec toute son équipe. Alors depuis Je voulais juste dire un petit mot pour remercier Martine Diana parce qu'elle a vraiment fait ressortir le contexte historique qui est extrêmement important. Sur ce contexte historique, on ne pourrait pas comprendre l'histoire de nos familles. Donc je voulais la remercier. Une belle iconographie, une belle documentation. Elle a bien mis en perspective toute cette histoire. Voilà, donc c'est important. Didier Long qui est là, qui a pour son nom de conversion, il a pris le nom de mon grand-père Meir, donc je voudrais le remercier. Il fait partie même de la tribu des Trentanoï. Je suis certain que c'est la 13e tribu perdue d'Israël. Voilà. Merci Béni. Depuis les guerres judéo-romaines, les Juifs se détournent du monde romain et, dispersés dans le continent africain, se rapprochent des Berbères, dont la culture était déjà imprégnée d'influences sémitiques par la domination carthaginoise. Les tribus berbères, dispersées à l'intérieur des pays et éloignées des grands centres urbains, subirent une conversion juive progressive en symbiose avec une cohabitation séculaire du peuple hébreu. Chez les juifs berbérophones des pays chleux, certaines prières étaient récitées en berbère, l'hébreu étant bien sûr la langue principale de la liturgie. D'ailleurs, notre père parlait le chleu, langage transmis par notre grand-mère. Alors là, on va d'abord vous exposer l'histoire de notre famille. D'abord du côté paternel. Elle était originaire de Tinrir, dans le sud du Maroc, région du Tafilalet, près des gorges du Todra, dans la vallée du Dadès. Là, vous avez une vue de Tinrir. Et là, vous avez une carte de géographie générale du Maroc, où vous pouvez situer la ville de Tinrir dans le rang noir par rapport à, par exemple, à Marrakech ou à Casablanca, qui est un peu plus loin. Les noms de familles juives reflètent souvent leur métier. Dans cette région, ils se consacraient, entre autres, à la culture du henné, l'industrie de l'indigo, le travail du cuir et la teinture du tissu. Il faut voir là l'origine de notre famille, du nom de famille Savag, probablement des berbères judaïsés, et qui peut se traduire par teinturier, métier exercé par notre famille. Quant à notre grand-mère paternelle, elle est née Pérez. C'était des Juifs expulsés d'Espagne et qui sont arrivés au Maroc entre 1391 et 1492. Ils avaient acheté à prix d'or au souverain marocain un territoire dans la région du Dadès, protégé par un fort qu'Aït Pérez. C'est une ville en fait que les Pérez avaient construit après avoir acheté le territoire dans le sud marocain. À l'heure actuelle, cette ville s'appelle Clara. Et ma grand-mère avait à ce moment-là été beaucoup plus jeune, elle avait 33 ans et était mère de 5 enfants, dont notre père David qui était âgé à ce moment-là, donc de 1 an. C'est son oncle qui va tenter de récupérer les traites impayées, mais pour toute réponse, c'est le fils aîné, Yehuda, qui fut enlevé. Le petit-fils est dans la salle. Seule condition de sa libération, la destruction de toutes les reconnaissances de dette. Notre grand-mère s'exécuta et on libéra son fils. Et décida alors de s'enfuir de nuit de Tinrir avec ses enfants et les membres de la famille Pérez, dans le plus grand secret, en laissant pour tromper de son monde du linge à sécher et en cachant de nombreuses pièces d'or au fond de jarres en terre cuite recouvertes de graisse. Je montre la seule rescapée de ces pièces-là. La famille tenta de rejoindre Casablanca après avoir été plusieurs fois contrôlée, arrêtée et rançonnée. Puis ils ont parqué. C'est pour ça qu'il n'en reste plus. Oui, c'est pour ça qu'il ne reste plus beaucoup de pièces d'or. Puis ils embarquent pour la Palestine en direction du port de Haïfa. Ils avaient alors bien sûr toujours le statut de protégé français. Elle fut accueillie par un oncle à Tibériade et cet oncle avait une fabrique de fromage. Lorsque la guerre survint, cet oncle, qui était sujet anglais,
fut expulsée par les Turcs vers l'Égypte sous influence anglaise. Voilà, c'est ce qu'avait dit tout à l'heure Martiniana. La France et l'Angleterre avaient été en guerre avec l'Empire ottoman, ils avaient été expulsés. Et donc cet oncle qui était anglais a été expulsé d'abord vers l'Égypte jusqu'à ce que l'Égypte n'accepte plus ces réfugiés. Et à ce moment-là, donc il a fallu trouver d'autres débouchés. On en parlera tout à l'heure, bien sûr. Voilà, ça c'est un portrait de notre grand-mère. Je crois que c'est la véritable héroïne en fait de notre famille. On peut dire que c'est notre Moïse. Elle nous a fait sortir, pas d'Égypte mais du Maroc. Elle nous a emmenés jusqu'en Terre Sainte. Et il faut souligner qu'elle était veuve à cette époque, qu'elle avait à peine 33 ans et qu'elle avait 5 enfants à charge. Donc c'est la véritable héroïne de notre famille. Et ça c'est une photo de notre père. Voilà. Alors, elle est plus tardive, bien sûr, puisqu'elle elle date de 1922. Voilà, c'est pour sa bar mitzvah qu'il a fait en Corse. Toledano, natif de Tibériade, en 1889, mais originaire de Meknès. Voilà, on vous situe Meknès dans la carte du Maroc. En effet, la famille Toledano, après avoir fui l'Espagne vers Salonique, puis Fès, avait finalement abouti à Meknès en 1650. 7 générations de rabbins plus tard, notre arrière-grand-père, Rabbi Baruch Toledano, quitta le Maroc pour Tibériade vers 1850, afin de contribuer à l'installation d'un foyer juif en Palestine. Voilà le trajet depuis Tolède jusqu'à Meknès et puis jusqu'à Tibériade. Voilà une photo du quartier juif de Meknès de l'époque. Alors, quant au grand-père de notre grand-mère maternelle, il faut suivre. C'était le célèbre Rabbi Abner Israël Serfati, grand rabbin de Fès et figure dominante du judaïsme marocain du XIXe siècle, descendant en ligne directe de Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rachid. Yaakov Moshe Toledano, natif de Tibériade, et dans le petit-fils et dans la salle. Homme érudit et fervent sioniste, il a publié en 1911 un livre sur l'histoire des Juifs du Maroc intitulé « La lumière d'Occident » et qui fait encore autorité aujourd'hui. En tant que sujet français, comme tous les originaires du Maroc, en Galilée, il fut déclaré sujet ennemi par les Turcs et expulsé à ce titre en décembre 1915. Nous verrons qu'il va jouer un rôle majeur dans l'exil en Corse et qu'il deviendra, à son retour en Palestine, un membre fondateur du grand rabbinat d'Israël et le ministre des cultes de Ben Gurion jusqu'à son décès en 1960. On comprend aisément que lorsque plus tard, notre mère, Simcha Toledano, épousa David Sabag, berbère judaïsé originaire du Tafilanet, on instaura chez les Toledano à Tibériade une semaine de deuil. Je vous montre quelques photos de la famille donc, Toledano. Voilà notre grand-père Rabbi Meir Toledano. Dans la fille est ici. Voilà notre grand-mère Sarah Toledano avec ses 4 filles. Elle a eu 2 autres filles qui sont nées à ce moment-là en Corse, dans notre tante Renée. Qui est... Oui, parce que là vous avez, c'est une photo qui a été prise à Port Saïd en Égypte, juste avant l'embarquement pour la Corse.
et servait de carte d'identité pour la traversée. Vous avez 4 filles ici, il en manque 2, qui est Renée, donc qui est dans la salle, Rachel qui est à Bastia, qui est une personnalité incontournable, la doyenne de la communauté, une personnalité incontournable, et au point qu'avec humour, elle m'a dit il fallait que je l'inscrive dans les monuments historiques à Bastia. Voilà. D'ailleurs, Campana l'a interviewé la dernière fois et il en garde un très très bon souvenir, hein, je crois. Voilà, et vous la verrez dans son film, puisque demain, si vous avez la chance de venir, vous verrez donc Rachel interviewée dans le film de Campana. Je voulais juste dire aussi un mot sur les prénoms. Si tu peux retourner en arrière, les prénoms il y a 2 autres filles, les prénoms de 2 filles ont été donnés par les institutrices en Corse. Ma mère qui s'appelait Simcha, et l'institutrice donc s'était fait traduire son nom, on lui a dit que c'était Joie, et donc elle a traduit par Allegra, et ma mère donc s'est appelée Allegra. Son autre sœur, elle n'avait pas très bien su le traduire, et ils l'ont appelée Marcel parce que c'était une très bonne copine à son institutrice. Je voulais parler aussi de ma tante Berthe, qui alliait une grande intelligence à une grande beauté. Et dans le film de Campana, donc voilà, vous verrez le maire de la Porta, qui est un village de Corse, qui a protégé une partie de ma famille, et ce brave maire, donc qui avait 90 ans, 70 ans après, se rappelait encore de la fille du rabbin Toledano, qui hantait probablement encore ses rêves 70 ans après, en disant elle était d'une grande beauté, c'était Berthe. Voilà, je voulais le dire. Léon Toledano, l'envoie ici en Égypte en 1924, en voyage de noces. Ce sont les États-Unis qui vont procéder à l'évacuation de ces réfugiés avec l'aide de M. Morganto, qui était l'ambassadeur des États-Unis à Constantinople. Je voulais juste dire 2 mots. Durant tout le temps où, avec mon frère, on a accumulé une grande documentation, on a été impressionné par la qualité de tous les intervenants, des personnages qui sont intervenus durant toute l'histoire, toute cette histoire. Et chaque fois, donc, on vous les mentionnera en particulier pour vous montrer donc la qualité morale de ces gens et tout ce qu'ils ont fait en fait pour leurs frères juifs. En particulier, je commence justement par Henri Morganto, qui était l'ambassadeur des États-Unis et qui s'est dépensé, comme l'avait dit Martignana tout à l'heure dans son exposé, qui s'est dépensé sans compter pour ses frères juifs, qu'ils soient russes ou russophones, anglais, français. D'abord en les expulsion en Égypte, et puis dans un deuxième temps, lorsque l'Égypte a refusé de les recevoir, c'est là donc qu'il a pu les expulser, de les exfiltrer en Crète d'abord, et puis de Crète en Corse, on le verra un peu plus tard. Voilà. En Crète est chaleureux. Et les secours s'organisent. Oui, là vous voyez donc une carte qui montre le périple de la Palestine jusqu'à l'accueil en Crète. L'accueil en Crète est chaleureux et les secours s'organisent. Des logements sont loués, des pensions accordées et un service médical organisé. Interviennent également auprès des réfugiés 2 institutions juives, l'Alliance israélite universelle pour les Français. Elle jouera un rôle primordial durant toute cette épopée. Martignana l'avait souligné tout à l'heure. Et l'Anglo-Jewish Association pour les Anglais. Et bon, il y a toute la famille Pérez, qui est la famille donc, de notre grand-mère qui était veuve, qui avait repris son nom de jeune fille. On voit le nom de mon père, Pérez David, ici. Ils organisent leur hébergement dans un vaste bâtiment de l'ancien séminaire catholique inoccupé. Chaque famille dispose d'une chambre dans les dortoirs, une salle spéciale a été transformée en synagogue et un bain rituel a été installé dans un bassin qui existait dans l'immeuble. L'annonce de leur arrivée a déclenché un élan de sympathie populaire qui s'est traduit par des dons en vêtements et en produits de première nécessité. Madame Henry, l'épouse du préfet,
préside un comité de dames qui s'efforce d'améliorer la condition des familles les plus démunies, habillement, hygiène et fournitures scolaires. Et il se trouve exceptionnellement qu'un photographe, M. Aubert, se trouvait à l'époque en Corse et a pris ces photos exceptionnelles du séminaire. Alors voici, ça c'est donc une famille marocaine installée dans une des chambres du séminaire. Je voulais juste signaler que Aubert avait fait une certaine mise en scène, donc il y a, avec des pauses, mais je trouve que ça n'enlève rien à l'authenticité, à l'impact émotionnel de ces photos. Alors voici une dame faisant de la couture avec la machine chingette. Groupé, c'est des femmes donc marocaines et leurs filles. Ici, vous avez donc, on est à la préfecture d'Ajaccio et les personnes font la queue pour récupérer des vêtements. Voilà les dames patronesses d'Ajaccio, hein, et au centre Madame Henri, et qui procède à la distribution de vêtements. C'est la lettre. Ça, c'est la lettre de Madame Henri à M. Navone. C'est une page que vous a cité Guy tout à l'heure. Non, ça c'est. Alors voilà, là aussi c'est une reste de remerciement. Hein. Voilà. Comme tout à l'heure, je voulais faire remarquer, comme on l'avait fait pour Henri Morganto, Néama, etc., le préfet Henri, le vice-recteur Tanama. Oui, tout à l'heure. Ouais. Mais parce que je voulais souligner leur mémoire, c'était des dignes représentants vraiment de l'administration française, et c'était des gens qui avaient vraiment la République et la laïcité chevillée au corps. Voilà, et je voulais aussi rappeler la mémoire de Madame Henri, qui était une dame d'une grande modestie, qui était très charitable. C'est vraiment une belle personne. Puis chez le tailleur, pour les habiller de pied en cap, et tout cela gracieusement. Il raconte que les dons affluaient en si grand nombre au séminaire de la part de la population corse que les réfugiés avaient instauré des horaires de réception. Sur les instances du préfet, et avec le concours de Baruch Israël, qui était le chef de l'unique famille juive turque d'Ajaccio, l'organisation communautaire s'ébauche. Cependant, M. Israël, en tant que sujet ottoman, préférera rester dans l'ombre au profit de M. Abo Moïse, dentiste de profession. Il est porté à la présidence du comité franco-syrien. Voilà, ça c'est une lettre avec en tête au paradis des dames. Donc c'était donc ce monsieur Baruch Israël. Et vous avez remarqué qu'il a mis son nom de famille juste en initiale et son prénom en grand pour éviter de marquer le nom Israël qui aurait pu... Je voulais faire juste aussi remarquer la différence d'attitude qu'il y a eu entre les Turcs vis-à-vis des Français et des Anglais. Ils les ont expulsés, ils les ont emprisonnés. Et M. Baruch, donc, qui était sujet ottoman, a été accueilli par la France. Il avait toujours son statut ottoman et on le laissait commercer tout à fait normalement et on ne l'a pas persécuté. Hein, donc c'était à souligner.